le cluster analysis, bon, c'est le nom en anglais, mais on peut aussi parler d'analyse de regroupement ou partitionnement de données ou analyse de groupe. Donc, qu'est-ce que c'est de manière informelle? Qu'est-ce que c'est le cluster analysis? Qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse par regroupement ou partitionnement de données consiste à utiliser des données que nous avons, des données non étiquetées. Et qu'est-ce que je veux dire par données non étiquetées? Je veux dire des données, par exemple, indépendantes que nous avons, qui n'ont pas été utilisées pour faire des analyses de régression ou de classification ou des analyses pour pouvoir trouver une variable dépendante. Donc, c'est des analyses, ce que je veux dire par des données non étiquetées. Donc, nous avons des données non étiquetées qui n'ont pas encore été utilisées et le but de cette analyse, c'est d'utiliser un algorithme qui va pouvoir tirer des similarités entre les données et pouvoir segmenter ces données-là en différents groupes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Cette segmentation-là, un exemple, c'est, supposons que vous rentrez dans une classe et on vous donne une trousse. Et dans cette trousse se trouvent des stylos, des crayons, des feutres. Et ces outils-là ont différentes couleurs. Il y a différentes couleurs de stylos. Il y a différentes compagnies qui ont fabriqué ces stylos. Il y a différentes tailles de stylos, de crayons, de feutres. Voilà. Et on vous demande d'organiser ces outils-là selon l'idée qui vous vient à la tête. Voilà. Donc, puisque vous n'avez pas reçu un objectif précis, vous allez fortement peut-être commencer à organiser ces outils-là peut-être par utilité. Donc, peut-être mettre tous les stylos ensemble, tous les crayons ensemble, tous les feutres ensemble, ou peut-être les organiser par couleur, mettre tout ce qui est bleu ensemble, tout ce qui est rouge ensemble, ou peut-être les organiser par la compagnie qui a fabriqué ces outils-là. Donc, l'analyse de regroupement ou de clustering analysis consiste à prendre ces données-là et à rechercher la similarité entre elles pour pouvoir tirer des groupes de ces données-là. Donc, ce qui va se passer, parce que ces données sont non étiquetées et qu'il n'y a pas vraiment de variable dépendante qui est utilisée pour appliquer ces données à ces variables-là, il y a la possibilité d'avoir plusieurs regroupements. Voilà. Donc, ces regroupements-là seront basés selon un concept ou selon un objectif que l'on s'est formé. Voilà. Ce qui signifie qu'on n'a pas forcément un groupe fixe ou un groupe qu'on s'est fixé de groupes qui vont être tirés de ces données. L'algorithme va simplement analyser ces données et tirer tout ce qui est similarité et créer des groupes. Maintenant, en tant que chercheur, le chercheur ou l'analyse va se donner la capacité d'aller en profondeur pour analyser ces groupes, pour voir quelle étiquette il peut donner à ces groupes qui sont formés ou à ces groupes qui sont tirés de ces données-là. Voilà. Donc, un autre exemple, par exemple, quand vous êtes inscrit pour le workshop, vous avez donné vos informations, par exemple, votre email, l'école que vous fréquentez, votre âge. Donc, on peut rapidement prendre ces informations et les mettre dans un algorithme d'analyse de groupement ou clustering analysis. Et l'analyse peut, par exemple, regrouper tous les étudiants qui ont la même affiliation ensemble. Donc, par exemple, tous les étudiants qui sont allés dans la même université, comme à l'INTHB ou l'INCA ou l'université de Cocody ou de Boaké, vont être peut-être rassemblés ensemble, ou peut-être certains étudiants qui ont la même tranche d'âge peuvent être regroupés ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on appelle de clustering analysis ou analyse de regroupement. Donc, cette idée n'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est une technique ancienne qui a toujours existé. Et, comme par exemple, depuis la vie humaine, on parle quand on va au supermarché, on a des articles qui sont comestibles, on a aussi des articles qui sont toxiques. Donc, l'être humain a déjà cette idée-là de vouloir regrouper certains objets qui sont similaires ensemble. Voilà. Donc, cette similarité-là nous emmène à créer des groupes qui vont prendre chaque élément de chaque groupe et les mettre dans un groupe. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est que chaque point ou chaque observation doit appartenir à un groupe spécifique. Voilà.
mais ce n'est pas forcément le cas parce que dans certains cas, un point peut se retrouver dans plusieurs groupes. Voilà. Donc, l'idée des clusters ou des regroupements, c'est que on veut se retrouver avec un groupe homogène qui sera séparé des autres groupes. Et ce groupe-là, on peut aller encore plus en profondeur et voir quelle information on peut tirer de ce groupe homogène-là. Donc, si on prend par exemple le cas des animaux, on peut par exemple on peut vous donner une liste d'animaux et on peut automatiquement mettre par exemple tous les animaux carnivores ensemble et tous les animaux herbivores ensemble. L'algorithme va se charger de chercher ces similarités-là. Mais aussi, on peut regrouper ces animaux-là, par exemple, en tant que, on peut dire le chien est un animal, sont un carnivore, mais on peut regrouper ces animaux en tant que des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Voilà. Donc, des éléments peuvent se retrouver dans un autre groupe et selon l'objectif, se retrouver dans un différent groupe. Voilà. Donc, quand on parle de cluster analysis, on essaie de prendre la similarité entre ces différents groupes-là. Et puis, l'objectif est de découvrir des observations homogènes et les séparer des autres groupes. Voilà. Donc, quelle est la différence entre clustering analysis et puis les classifications? Voilà, comme ce qu'on a parlé au début, des histoires de logistic regression et autres. Donc, quand on parle de classification, une classification est une analyse supervisée, c'est-à-dire que c'est un apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on a des données indépendantes et on prend ces données indépendantes pour les classifier selon des données dépendantes. Donc, par exemple, l'idée de la trousse, ce que j'avais donné au début, on vous donne une trousse, il y a des stylos à l'intérieur, il y a des crayons, et on vous demande de classifier les outils qui sont dans la trousse selon un élément étiqueté. Donc, on vous demande de mettre les crayons dans la trousse des crayons et les stylos dans la trousse des stylos. Donc, ça, c'est une classification, c'est un apprentissage supervisé. Techniquement, les groupes sont déjà prédéfinis. On vous donne déjà les groupes auxquels on veut que vous mettez ces éléments-là. Alors que ce qu'on appelle clustering analysis, il n'y a pas de classes, il n'y a pas de groupes qui sont définis. Donc, on a seulement des données et on veut analyser ces données-là pour pouvoir découvrir quelles sont les classes et quels sont les groupes qu'on peut tirer de ces données-là. Donc, on peut utiliser une analyse, clustering analysis, à la fin tirer et faire une étude de classification. Donc, à la fin, avec ces nouveaux groupements qu'on va se trouver, quand on aura de nouvelles données, on peut maintenant prendre ces nouvelles données-là et faire une étude de classification. Mais comme je le rappelle encore, l'analyse de clustering n'est pas forcément basée sur un objectif. Donc, les groupements peuvent changer selon l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Donc, l'analyse clustering, le clustering analysis ou l'analyse de regroupement peut être vu comme un apprentissage non supervisé. Signifie que nous avons juste des données non étiquetées, des variables indépendantes et on essaie de tirer juste des informations de ces variables. Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin de grouper des objets? L'une des premières raisons, c'est parce que, comme je l'ai dit, on veut découvrir des groupes qui sont cachés dans ces données-là. Par exemple, supposons que vous travaillez dans un hôpital et on a des informations qu'on reçoit des patients. Donc, on peut prendre ces informations-là et utiliser un clustering analysis pour utiliser une analyse de groupement de données pour pouvoir grouper ces patients-là de telle sorte qu'on puisse les administrer un traitement de manière plus efficace. Voilà. On peut aussi utiliser ce même outil-là pour pouvoir créer des outils de dépistage pour les patients qui ont visité une clinique. Et on peut les classifier selon des catégories et ensuite les envoyer des traitements. Je me rappelle qu'on avait travaillé avec une équipe de police ici, avec l'équipe RMDC, où l'équipe de police se demandait pourquoi certains de leurs officiers performaient d'une manière un peu plus mieux que certains officiers. Voilà. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, on a fait une étude de clustering analysis où on a pris les données qu'ils avaient et on a pu tirer des informations de ces données-là pour mettre ces officiers-là selon certains groupes. Et on a pu voir que certains officiers qui avaient été formés, qui avaient plus de formation, recevaient ou performaient un peu plus mieux
que les officiers qui n'avaient pas assez d'informations. Et donc, la conclusion qu'on pouvait tirer de cette étude, c'est que les officiers devaient plus être formés. Donc, ce sont des genres de choses qu'on peut tirer. C'est comme ça qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les clustering analysis pour pouvoir tirer des informations de ces données-là. Voilà. Donc, on peut aussi utiliser cela pour pouvoir mieux comprendre un système. Les clustering analysis sont beaucoup utilisés dans les systèmes de recommandation. Quand on voit les compagnies comme Facebook, Netflix, YouTube, vous envoyer des vidéos, c'est parce qu'ils ont un système qu'ils ont utilisé pour vous grouper selon vos similarités. Et donc, selon les vidéos que vous regardez avec d'autres personnes, l'algorithme déduit que puisque vous êtes dans le même groupe, si vous avez regardé une autre vidéo qui a été regardée par une autre personne vous sera proposée par l'algorithme. Et c'est ainsi que vous voyez l'algorithme Facebook vous envoie certaines personnes en vous demandant certains amis, vous êtes ami de cette personne. Ce sont des systèmes de clustering qu'ils utilisent pour mieux comprendre les systèmes. C'est un système aussi qui peut être utilisé pour tout ce qui est les marchés de segmentation, comment diviser des marchés, approcher certains marchés. Voilà. Donc, un exemple, par exemple, on peut se demander pourquoi les étudiants abandonnent-ils les études universitaires. On peut utiliser un cluster analysis ici, et puis, selon les données qu'on va recueillir, donner ces données-là à l'algorithme, et l'algorithme pourra, par exemple, diviser les groupes que nous avons selon ceux qui ont abandonné les études ou selon ceux qui ont fini les études. Et après cela, on pourra même, en fonction de ce que le résultat de cette analyse va donner, on peut aller encore plus en profondeur dans ces données-là et même voir, par exemple, des facteurs qui ont affecté ces étudiants-là, comme par exemple des facteurs financiers, des histoires de famille et plein d'autres facteurs qui peuvent nous intéresser, mais dont nous n'avons pas forcément une variable dépendante pour définir ces facteurs-là. Donc, le cluster analysis peut nous aider à tirer ces informations de ces données-là. Voilà. Donc, comment on peut faire cela? Bien sûr, il y a la méthode de faire une enquête de sondage, mais on peut approcher aussi cela en utilisant ce qu'on appelle le clustering analysis pour pouvoir découvrir des informations de ces données-là. Donc, pour aller un peu plus à l'essentiel rapidement, qu'est-ce qu'on veut obtenir quand on veut faire un cluster analysis? C'est qu'on se retrouve avec on a des différents points comme ça, et ces points n'ont aucune étiquette. Comme vous voyez, on a X1 ici, X2, donc ce sont des variables indépendantes. Et le but, c'est de pouvoir regrouper ces informations-là ou ces points-là selon des groupes, selon les similarités. Maintenant, bon, cette image, c'est un peu exagéré parce que c'est comme si les groupes sont déjà formés, mais dans le monde réel, on peut se retrouver avec des images où les points sont vraiment, vraiment proches et l'algorithme va être capable de pouvoir créer des groupes selon les points qui sont donnés. Donc, on a plusieurs méthodes de cluster analysis. Comme c'est une introduction, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Je vais juste présenter quelques de ces méthodes-là. Et puis, bon, pour ceux qui seront intéressés dans nos formations plus tard, on pourra aller encore dans les détails. Donc, je crois que la méthode que plusieurs personnes connaissent, c'est la méthode de K-means ou K-moyenne, que les gens appellent K-moyenne, K-means clustering. Donc, dans cette méthode, l'analyste ou le chercheur doit commencer en ayant un nombre de K-groupes définis. Il doit choisir un nombre de groupes qu'il veut. Et en fonction de cela, il doit calculer le centre du groupe. Donc, par exemple, on a cette image sur la droite ici. On a tous ces points qui sont là. Donc, on va se décider en tant que chercheur, peut-être selon notre connaissance du sujet ou selon le but de recherche, on peut décider, par exemple, d'avoir 3 groupes. Donc, on va commencer en mettant K égale à 3. Donc, on aura 3 groupes. Et ce qu'on va faire, on va prendre 3 points aléatoires ici, dans ces groupes qui sont là. Et on va assigner à ces 3 points-là les points qui les sont proches. Donc, on va assigner à ces 3 points aléatoires qu'on va sélectionner. Peut-être qu'on choisit ce point, ce point et ce point. Donc, tous les points qui sont proches à ces points-là seront assignés à ces points-là. Et ensuite, maintenant, on va calculer le centre du groupe. C'est-à-dire qu'on va prendre la distance des vecteurs entre le point aléatoire et les autres points. Et là, on va calculer le centre du groupe. Et le centre du groupe qu'on va trouver sera le nouveau centre. La valeur qu'on va trouver sera le nouveau centre du groupe. Et ce nouveau centre du groupe-là sera assigné de nouveaux points. Donc, les points qui seront proches à ce nouveau centre seront assignés à ce point-là. Et on va répéter cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement au niveau du centre et au niveau des points. Et on obtienne cette valeur, on obtienne ce graphe qu'on a sur le côté ici. Voilà.
On a aussi les techniques hiérarchiques. Les techniques hiérarchiques, par contre, on n'a pas forcément besoin de choisir un nombre de groupes. On commence avec tous les points comme des groupes et puis on joint ces groupes-là ensemble jusqu'à ce qu'on finit avec, on s'obtient plusieurs différents groupes. Donc, soit il y a la technique agglomérative où on commence avec un seul groupe, chaque point représente un groupe et on associe les points qui sont similaires jusqu'à ce qu'on obtient plusieurs groupes. Et on peut faire la même chose avec l'approche divisive ou l'approche clivante en français. Et donc, on va se retrouver un peu avec une approche hiérarchique comme ce graphe qui est là. Et selon le graphe, on peut voir le nombre de groupes qui sont créés. Et cette ligne ici va nous aider à savoir combien de groupes on doit avoir. Donc, la distance qui est là est la même, la distance qui est là est la même, elle est la même, elle est la même. Donc, on va se retrouver avec 4 groupes. Et finalement, une autre technique, c'est les techniques de regroupement basées sur un modèle. Il y a la technique qu'on appelle le DB-scan qui va plutôt utiliser une mesure de densité. Dans les autres techniques, on mesure la distance en 2 points, mais ici, on va plutôt utiliser une densité ou une masse de points pour pouvoir calculer les distances. Donc, par exemple, si on utilise ici K-means pour faire le calcul des distances, K-means va prendre 2 points et va calculer les points qui sont plus proches. Donc, au finish, le groupement qui sera fait sera faux ou ne sera pas exact parce qu'il va assumer que ces points bleus-là sont plus proches de ce point-là et fait un cercle à un demi-cercle. Alors qu'en utilisant une masse de densité, ça aide plus à pouvoir créer des groupes qui sont plus accurés. Donc, qui sont un peu plus exacts, comme on a dans ces genres de formes-là. Donc, quand on a des modèles un peu plus compliqués, on peut se focaliser et utiliser ce genre de modèles-là comme les modèles qui sont basés sur des clustering qui sont basés sur des modèles pour avoir encore plus des modèles plus accurés parce que le calcul des distances se fait en utilisant une densité ou une masse. Donc, pour ne pas être un peu trop long, je pense que j'ai dépassé mon temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. Allô? Oui, il y a une question dans le chat. OK. Donc, vu qu'on n'a pas vraiment une idée des groupes à former, comment choisit-on le premier cas pour le nombre de groupes? D'accord. Donc, pour K-means, par exemple, pour choisir le nombre de cas, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est de choisir selon, bien sûr, votre connaissance du domaine. Peut-être que vous vous approchez un domaine, donc vous avez connaissance que, bon, ici, on aura besoin de 3 groupes. Souvent, ça peut être un peu clair. On peut essayer de faire un graphe et visualiser. Il y a aussi peut-être les objectifs de recherche. Comme j'ai dit, peut-être que vous faites une segmentation de marché. Donc, selon votre segmentation de marché, vous voulez déjà travailler avec 4 groupes. Donc, vous allez fonctionner avec 4 groupes. Maintenant, il y a plusieurs qui font la technique des essais de l'erreur. Mais la technique qui est plus utilisée, c'est la technique qu'on appelle de Helbo méthode ou la technique du coude. Donc, cette technique-là, c'est qu'on fait, on va calculer, après qu'on a fini on s'est choisi un groupe aléatoire, supposons qu'on a choisi 3, ici dans ce cas. Après qu'on s'est choisi 3, on a commencé avec 3 groupes et on a fini de créer nos groupes. Ce qu'on va faire, on va maintenant essayer de calculer la somme carrée des distances entre ces points-là. Et on va faire un graphe selon la somme qu'on va trouver. Et la théorie nous dit que le plus grand, quand K augmente, cette somme-là diminue au fait. Donc, tu vas arriver à un point où on va obtenir un graphe qui aura la forme d'un coude. C'est-à-dire qu'on prend le coude, il y a un angle droit qui est formé. Donc, tu vas arriver à ce point-là où il y a un coude. Ce coude-là nous signifie que il y aura, à ce coude-là, ça nous dira plutôt que quand la valeur de K change, cette somme carrée des distances-là ne va pas changer. Donc, c'est à ce point-là qu'on va choisir, c'est ce cas-là qu'on veut choisir. Donc, si on fait ce graphe, on obtient ce cas et puis on travaille avec ce cas. Mais comme je l'ai dit, il y a une autre technique qu'on appelle la technique des coefficients et tout ça. Mais la technique du Elbow méthode est la plus utilisée.
ou selon votre connaissance du domaine? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On vous Oui, base. excusez-moi, j'ai une question aussi. D'accord. Ok. Donc, en fait, c'est encore un peu difficile pour moi de faire la différence entre méthode de classification et puis ces méthodes de cluster-là. D'accord. J'ai un exemple pratique. Mhm. J'ai plusieurs producteurs et à Mhm. la fin de mon étude, j'aimerais pouvoir, en interrogeant le producteur, le classer dans un groupe ou un groupe de gestion de sol, un groupe de modes de gestion de sol. Donc, pour ça, dans les enquêtes, je vais demander, par exemple, quelle pratique est-ce qu'il fait? Donc, est-ce qu'il fait la jachère? À quel niveau? Est-ce qu'il fait l'association culturelle? À quel niveau? Donc, il y aurait des informations sur l'association, sur la jachère, sur un ensemble de pratiques pour pouvoir avoir des groupes après. Et après l'étude, quand je vais interroger un producteur en fonction de ses réponses, je peux le placer dans un groupe. Donc, pour ça, D'accord. est-ce que c'est cette méthode-là ou c'est la classification? C'est une C'est méthode de classification. bon. La méthode de classification, quand on parle de classification, ça signifie qu'on a déjà des groupes qui sont déjà prédéfinis. Donc, OK. si vous savez déjà les groupes que vous voulez les placer, dans lesquels groupes vous voulez les placer, vous faites une méthode de classification. La méthode de clustering, on a des informations, mais on n'a pas encore de groupe. On veut créer des groupes. Maintenant, si on crée des groupes et on est satisfait avec ces groupes-là, on peut maintenant prendre des nouvelles données qu'on a et faire une étude de classification. Donc, les deux peuvent aller ensemble. OK, d'accord. Les deux peuvent aller ensemble. Si vous connaissez déjà vos groupes, donc vous pouvez faire une étude de classification directement. Mais si vous n'avez pas vraiment d'informations sur ces groupes et que vous voulez créer des groupes, vous allez faire le clustering et puis ensuite, maintenant, quand vous allez avoir de nouvelles données, faire une étude de classification avec ces données-là. OK, Voilà. d'accord. Merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, Quelqu'un a demandé, peut-on créer un groupe à l'intérieur d'un autre groupe? un groupe à l'intérieur d'un autre groupe, c'est possible si on veut encore continuer. On peut, par exemple, après qu'on ait créé ce groupe-là, on peut se focaliser sur ce groupe-là. Par exemple, là, le groupe qui est en vert, on peut se focaliser sur le groupe et chercher à voir si l'algorithme peut trouver encore des sous-groupes à l'intérieur de ces groupes-là, si l'on veut. Voilà. Donc, c'est possible.